Donc, bienvenue à cette soirée qui est co-organisée par le Cercle Colbert, dont le co-président est ici, Jacques Gaudron. Co-organisée par le Cercle Colbert, les anciens de Sciences Po Strasbourg, nous sommes tous sur cette rangée-là. Il y en a aussi dans la salle. Et qui est co-organisée par le Cercle Colbert, les anciens de Sciences Po Strasbourg et le réseau du protocole que je présenterai. Que Emmanuel présentera tout à l'heure. Voilà, le Cercle Colbert est un cercle qui rassemble des personnes qui s'intéressent aux collectivités, aux transformations des collectivités et aux différents acteurs des collectivités. À l'origine, il y avait un tropisme un peu technique sur les finances des collectivités, mais qui s'est ouvert par la force des choses et la diversité de ses membres à des approches complémentaires, sociologiques, économiques, entrepreneuriales des collectivités. Voilà, donc je pense que sans plus tarder, peut-être vous dire un mot ici, c'est un cercle qui s'est installé dans une maison qui avait été construite par une courtisane d'origine russe, qui avait construit avec l'argent de ses amours cette belle maison à une époque où les Champs-Élysées étaient des champs étaient à la campagne jusqu'à presque la Première Guerre mondiale. On oublie que les Champs-Élysées étaient en périphérie de Paris. Et elle organisait ici, vous êtes dans sa chambre à coucher. Vous voyez, là, ça c'était la tête du lit. Vous imaginez avec un grand miroir. Et puis il y a sa salle de bain, vous pouvez jeter un œil derrière avec 3 robinets. Le troisième, on ne sait pas si c'était pour le champagne ou le lait d'ânesse, mais c'est sans doute l'un des deux. Voilà. Donc nous sommes très heureux, Monsieur le Préfet, de vous avoir. Nous avons tous un lien fort avec l'Alsace qui vous tient à cœur, et puis nous avons pas mal d'autres choses en commun, et nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir parmi nous. Merci. Emmanuel. D'abord, Jean-Cyr. Ouais, Jean-Cyr. Je prends la parole de 2 minutes. Tu as déjà dit pas mal de choses. Effectivement, on est tous les 3 membres du conseil d'administration des anciens, par les modernes, des alumni de Sciences Po Strasbourg. Hein, et tous les 4 également, et surtout, dont Monsieur le Préfet, diplômé de fait, hein, Monsieur le Préfet, bien vérifié auprès de vous, vous êtes de la promotion 1970, voilà. Donc je salue vraiment votre présence aujourd'hui à l'occasion comme le disait Henri, d'une conférence que nous organisons pour la première fois à 3 têtes, hein, entre le Cercle Colbert, le réseau du protocole et les amis de Sciences Po Strasbourg. C'est une initiative que je salue et que j'appelle de mes voeux à ce que ça se renouvelle. Donc il y a un certain nombre d'idées qui ont germé entre nous. Et voilà, donc je ne vais pas parler plus longuement. Et je passe donc la parole à mon cher camarade Emmanuel qui va introduire Monsieur le Préfet. D'accord, merci beaucoup Jean-Cyr. Donc effectivement, je suis ici, je parle ce soir avec une double casquette. Je fais partie du conseil d'administration des anciens d'IEP Strasbourg, mais je suis aussi coprésident du réseau du protocole, dont il y a quelques représentants dans cette salle. Alors, le réseau du protocole, en bref, qu'est-ce que c'est ? C'est une association qui existe depuis une bonne dizaine d'années, qui a vocation, comme son nom l'indique, à fédérer l'ensemble des personnes qui travaillent dans le milieu du protocole en France et également à l'étranger, puisque nous avons notamment des membres et des associations belges, italiennes, espagnoles en particulier. Voilà. Et cette association, donc, n'est pas une association professionnelle comme les autres, dans la mesure où on n'a pas vocation à être un lobby, un groupe de pression, mais comme notre baseline, comme disait notre président fondateur, l'indique, à savoir une solidarité professionnelle au service du protocole. L'idée, c'est vraiment de venir en aide de manière immédiate et d'échanger les bonnes pratiques entre responsables du protocole, puisque, et là aussi pour faire bref, notre métier, enfin c'est plus le mien à l'heure actuelle, mais enfin le métier du protocole ont 2 caractéristiques. D'une part, le travail dans l'urgence, dans une situation de stress, et deuxièmement, dans une grande solitude assez souvent. Voilà. Je ne serai pas plus long sur le réseau du protocole. Je vous renvoie à notre site internet, réseauduprotocole.com. Et si vous travaillez dans ce domaine-là, si vous avez un intérêt quelconque, n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, juste quelques mots pour présenter notre conférencier de ce soir, Cyril Schott.
donc qui lui-même est issu de l'UP Strasbourg, et major de sa promotion. Après sa sortie de l'ENA en 1976, en fait, il a fait la quasi-totalité de sa carrière dans la préfectorale, comme on dit, jusqu'en décembre 2008. Vous m'arrêtez ou me corrigez, monsieur le préfet. Je ne veux pas être trop long, mais je veux juste rappeler les grandes étapes de ce parcours. Il faut dire d'ailleurs que vous êtes issu d'une famille qui a le service public, pour employer une expression un peu triviale, cheville au corps, puisque votre papa a été maire de Drusenheim, votre commune de naissance, pendant, je crois, 36 années. Voilà, et votre grand-père aussi, je crois, a été maire après la Libération. Donc après avoir été membre du cabinet du président de la République à partir de août 1982, donc il s'agissait à l'époque de François Mitterrand en l'occurrence, où vous avez été responsable du courrier présidentiel, de la gestion du Palais de l'Élysée et des résidences présidentielles, tout en organisant d'ailleurs de nombreuses rencontres internationales, notamment avec le chancelier Kohl. Vous avez été titularisé préfet commissaire de la République, ça s'appelait comme ça à l'époque, du département du territoire de Belfort en 1987. Je note d'ailleurs à ce sujet, c'est un détail intéressant, que vous avez été à ce titre le plus jeune préfet de France, en tout cas jusqu'en 1992. Je ne sais pas après qui vous a volé la vedette, mais en tout cas pendant 5 ans, vous avez été le plus jeune préfet de France. Vous avez ensuite été nommé successivement préfet de la Nièvre en 1990, d'Indre-et-Loire en 92, dans le Haut-Rhin. Donc, vous avez écrit d'ailleurs à ce titre un premier ouvrage autobiographique sur votre expérience d'Alsacien préfet en Alsace, ce qui est assez inhabituel, voire assez unique dans l'histoire de la Ve République. Ensuite, vous êtes parti en Seine-et-Marne entre 1998 et 2001, dans le Pas-de-Calais, où vous avez été occupé en charge de la crise des migrants dans le Calaisis, sous l'égide de Nicolas Sarkozy, qui à l'époque était ministre de l'Intérieur. Vous avez été ensuite, vous avez beaucoup voyagé, préfet de Basse-Normandie de 2004 à 2007, avant d'être nommé, belle promotion, préfet de région en Languedoc-Roussillon en 2007. Et là, vous avez écrit et sorti récemment, il y a 1 an à peu près, un deuxième ouvrage, Parole de préfet. Je suis désolé, je ne l'ai pas pris avec moi, sur votre expérience dans le Languedoc-Roussillon, expérience qui a duré 18 mois. Voilà. Donc, suite à cette expérience, vous avez été nommé préfet, vous avez été nommé préfet hors cadre et devenait conseiller maître en service extraordinaire à la Cour des comptes en 2009, avant d'être nommé, et c'est là que nous nous sommes rencontrés initialement, nommé directeur de l'Institut national des hautes études de sécurité et de justice, puisque j'ai une 3e casquette, je suis aussi auditeur de l'INSJ, qui n'existe plus aujourd'hui, ou plus exactement, qui a changé de nom, qui s'appelle l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur. Et vous avez fait valoir vos droits à la retraite en octobre 2016, tout en restant extrêmement actif, puisque vous écrivez, vous produisez beaucoup, notamment sur vos sujets de prédilection, en particulier la construction européenne, l'Europe en général, les relations franco-allemandes, et également la laïcité, entre autres. Voilà, j'étais un peu long, mais ça me semblait intéressant de rappeler au moins votre carrière préfectorale jusqu'à ce jour. Voilà. À vous la parole. Merci beaucoup. Vous me laissez la parole pour une demi-heure à peu près. Oui, une bonne demi-heure. Oui, très bien. Bien d'abord, merci de m'accueillir parmi vous ce soir. Merci donc aux alumni de Sciences Po Strasbourg, aux anciens de Strasbourg, dont effectivement je fais partie. Merci au Cercle Colbert. Merci au réseau du protocole. Je vais essayer de vous entraîner donc pendant une demi-heure, et si je suis trop lent, vous m'arrêterez, dans une partie de mes aventures préfectorales. Effectivement, j'ai occupé 8 postes de préfet territorial pendant 21 ans. Effectivement, sortant de l'Élysée en 1987, j'ai occupé mon premier poste à Belfort, et ensuite mon dernier poste territorial a été à Montpellier, que j'ai quitté en janvier 2009. 21 ans donc comme préfet. Si je compte en plus mes postes de sous-préfet, cela me conduit à 27 années, et si je compte l'ensemble des missions service d'État, 40 ans. Donc j'ai traduit mon expérience de préfet en Alsace, dans le Haut-Rhin,
et en Languedoc-Roussillon, donc dans ces deux livres dont on vient de vous parler, En alsacien, préfet en Alsace, et Paroles de préfet, Frêche, Sarkozy et les autres. Alors, je vais vous parler donc de ces aventures, mais je vais vous parler aussi du préfet. Le préfet donc est un haut fonctionnaire. C'est un haut fonctionnaire qui fait partie des hauts fonctionnaires, selon l'article 13 de la Constitution, qui sont nommés par décret du président de la République délibéré en Conseil des ministres. Le préfet apparaît 2 fois dans la Constitution, dans l'article 13 et ensuite dans l'article 72, où l'on définit sa mission. En fait, on ne l'appelle pas préfet dans cet article. On dit que dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. Le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du gouvernement. Mais jusqu'en 2003, ce texte ne commençait pas ainsi. Il parlait du délégué du gouvernement. En fait, on touche à la nature double du préfet. Le préfet est délégué du gouvernement et représentant de l'État. Il est délégué du gouvernement, puisque, ma foi, c'est le gouvernement avec le président de la République qui décide de sa nomination. Cela se passe le mercredi. Le mercredi, c'est le jour du Conseil des ministres, où les carrières des préfets sont faites ou défaites. C'est un jour important pour les préfets. Et le gouvernement, donc, évidemment, marque bien que le préfet est délégué du gouvernement. On le voit d'ailleurs à la façon dont on annonce à un préfet sa nomination. Lorsque j'ai été nommé à Montpellier, donc préfet de la région Languedoc-Roussillon, je me trouvais alors à Caen, j'étais préfet de la région Basse-Normandie, et donc le téléphone sonne un mardi 19 juin 2007. J'ai au bout du fil ma collègue Bernadette Malgorn, qui est secrétaire générale du ministère de l'Intérieur, et de façon très solennelle, elle me dit « Salut Cyril, le Conseil des ministres va s'intéresser à toi demain, tu es nommé à Montpellier. » Reconnaissez que c'est laconique, c'est bref. Voilà, je suis promu. Donc, mais je suis promu, c'est le ministre de l'Intérieur, je suis entre les mains du gouvernement. Alors parfois, il n'y a plus d'égard quand même. Lorsque je vais quitter le Haut-Rhin, alors là, ce n'est pas le mardi, c'est vendredi. Vendredi 16 janvier, je suis dans la voiture, je vais aller à Altkirch, le sous-préfet d'Altkirch fait sa cérémonie de vol, le téléphone sonne, ma secrétaire me dit que Jean-Pierre Chevènement, que j'ai bien connu à Belfort, j'étais préfet à Belfort, voudrait me parler. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur. Et donc, le ministre de l'Intérieur au téléphone, alors lui me dit bonne chose, bonjour monsieur le préfet, je vous annonce que vous serez nommé en Seine-et-Marne. Et alors il m'explique aussitôt que c'est très bien, c'est le dernier échelon avant la région. En fait, j'aurais déjà pu être nommé préfet de région. Mais bon, il me dit c'est très bien, c'est le dernier échelon avant la région, vous êtes encore jeune. Il n'avait pas tort, j'étais encore jeune. Et il me dit, j'avais quel âge à l'époque, mon Dieu, c'était en 98, donc j'avais 47 ans, quoi. Voilà. Et donc, le département de région parisienne, c'est quand même de très gros départements. Et alors, il m'a dit, je regretterai votre départ du Rhin, je perds un voisin que j'ai beaucoup apprécié. Donc, vous voyez, en tout cas, le préfet, ce que je veux vous dire, c'est le délégué du gouvernement. Sa nomination, comme sa révocation, je vais en parler dans un moment, le montre bien. Il est délégué du gouvernement, donc, dont il représente chacun des membres. Il n'est pas élu. Il est désigné en Conseil des ministres, je vous l'ai dit, le décret de nomination signé par le président de la République, contre-signé par le ministre, Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, et le ministre chargé des Outre-mer pour les préfets qui sont nommés Outre-mer. Le préfet tient sa légitimité du gouvernement, auquel, donc, qui est l'expression du suffrage universel, selon démocratie, hein. Et donc le préfet doit loyauté au gouvernement. Il est chargé d'expliquer les politiques du gouvernement, il est chargé, si vous voulez, d'être aussi le porte-parole du gouvernement là où il est nommé, et il est chargé de mettre en œuvre les grandes politiques qui sont définies au plan national par le gouvernement, qu'il s'agisse du développement économique, de l'action sociale, de l'équilibre territorial, de l'environnemental. Actuellement, vous le savez bien, c'est un acteur majeur de la lutte contre la pandémie. Et pour remplir cette mission, il dirige, outre la préfecture, les divers services civils de l'État. Ça fait du monde, hein. Dans le Haut-Rhin, c'était 20 000 fonctionnaires. Mais attention, quand vous dites fonctionnaires, faites attention, parce que fonctionnaires, la moitié, c'est des enseignants.
10 000. Après, si vous comptez les policiers, les gendarmes, les militaires, enfin, vous voyez, quand on dit fonctionnaires, il faut faire attention. Quand on dit on va réduire le nombre de fonctionnaires, oui, mais en même temps, on veut plus de militaires, on veut plus de policiers, on veut plus de gendarmes, on veut plus d'enseignants, on veut plus de gens dans les hôpitaux. Et ben, vous allez voir, faites le total, vous verrez que c'est pas si facile. Toujours est-il, donc, qu'ils dirigent les services civils de l'État avec des nuances. Hein. Les enseignants sont indépendants dans leur action pédagogique. Et dans le Languedoc-Roussillon, c'était 75 000 fonctionnaires, dont la moitié, encore une fois, des enseignants. Les enseignants forment après la moitié de la fonction publique d'État. Voilà. Et donc, il est aussi un acteur de l'aménagement du territoire. Et là, c'est particulièrement vrai pour le préfet de région, puisque vous savez que le préfet de région conclut avec le conseil régional le contrat qu'on appelait contrat de plan, puis contrat de projet, enfin le contrat qui définit les grands investissements publics dans une région. Préfet, donc délégué du gouvernement, chargé de mettre en œuvre les politiques nationales du gouvernement, loyal au gouvernement, et donc il est révocable ad nutum. Ad nutum, nous tous, signe de tête. Il est révocable sur un simple signe de tête du gouvernement. Alors, ça m'est arrivé. En Languedoc-Roussillon, à un moment donné, donc, je me fais débarquer. Alors, par Nicolas Sarkozy, que j'ai très bien connu, puisque lorsque j'étais dans le Pas-de-Calais, j'ai géré pas mal de crises et j'ai notamment fermé Sangatte. Et alors Nicolas Sarkozy, à l'époque ministre de l'Intérieur, devant tous les préfets, chantait mes louanges, ce qui est un peu gênant, parce que par rapport aux camarades, quand on chante vos louanges, ça provoque forcément un peu un côté dubitatif, je ne veux pas dire de jalousie. Voilà. Toujours est-il que là, avec 2-3 élus qui ont réussi à l'influencer, je me fais débarquer. Donc ça se passe ainsi. Samedi 6 décembre 2008, Michel Delpech, qui par la suite va être préfet de police à Paris, directeur de cabinet d'Alliot-Marie, ministre de l'Intérieur, m'appelle. Cyril, voilà, compte tenu des rapports anciens entre nous, je suis ennuyé. Tu seras remplacé au prochain Conseil des ministres. Voilà, c'est ainsi que j'apprends mon débarquement. On te propose d'être nommé conseiller maître en service extraordinaire à la Cour des comptes. Il faudrait que tu me donnes ton accord. Voilà. En fait, j'avais, je crois, bien fait mon travail. Et je crois, mon livre Le Monde, la presse en a parlé d'abondance dans Languedoc-Roussillon, mais le préfet est effectivement à la discrétion du gouvernement. Et le gouvernement, lorsqu'il veut le changer, il le change. J'étais un peu fâché contre Sarkozy, mais pas trop, parce qu'après, j'ai eu des expériences intéressantes à la Cour des comptes. J'ai aussi présidé la DOMA, l'ancienne Sonacotra. J'ai dirigé l'Institut national de hautes études de la sécurité et de la justice. Et lorsque j'ai sorti mon bouquin, je l'ai envoyé à Nicolas Sarkozy. Puis à sa femme, parce que j'ai accueilli Cécilia Sarkozy quand elle a rencontré le Dalai Lama. J'en garde un bon souvenir. C'est une femme qui est belle et qui a su très bien faire. Et donc, j'ai envoyé mon bouquin à Nicolas Sarkozy. Il m'a fait rappeler rapidement par Michel Gaudin, son directeur de cabinet, qui m'a dit « Le président m'a chargé de te dire qu'il était très content d'avoir reçu ton bouquin. Il aime les gens de caractère. » Alors, vous voyez, somme toute, donc tout s'est bien terminé, in fine. Ce préfet délégué du gouvernement est représentant de l'État. C'est ce que dit la Constitution. Donc, je dirais que, certes, délégué du gouvernement, mais il doit être apte à s'élever à la hauteur du représentant de l'État. La représentation de l'État, c'est encore autre chose que la délégation du gouvernement. Ça dépasse la délégation du gouvernement. Les missions fixées dans l'article 72 de la Constitution le disent d'ailleurs. Je vous l'ai lu tout à l'heure. La charge des intérêts nationaux. Le préfet ou la préfète, il y a heureusement de plus en plus de préfètes, elles sont souvent excellentes, le préfet ou la préfète est la femme ou l'homme de la République. Intérêts nationaux, l'unité de la nation. L'article 72 dit aussi le contrôle administratif, c'est-à-dire en fait le contrôle budgétaire et le contrôle de l'égalité sur les actes des collectivités territoriales, faire respecter la loi. Et puis, l'article 72 nous dit explicitement le respect des lois. Vous voyez que ces missions qui sont dans la Constitution sont bien des missions du représentant de l'État. Et aujourd'hui, le préfet doit veiller particulièrement à ses élections, à ses missions. J'ai fait un lapsus, élections. Au XIXe siècle, vous savez, le préfet, lisez Lucien Leven de Stendhal, vous verrez, le préfet était chargé de faire les élections. Il devait faire élire le candidat qui plaisait au gouvernement.
terminer ça. Le préfet est chargé de veiller au bon déroulement des élections. Et on a vu que c'est important, puisque vous avez vu qu'aux dernières élections, avec la diffusion des documents électoraux qu'on n'a pas confiés comme d'habitude au préfet, on a eu quelques difficultés. Donc, il est chargé de veiller au bon exercice des règles de la démocratie. Il est chargé aussi de veiller, bien sûr, à tout ce qui est sécurité, ordre public, la gestion des crises. Quand il y a une crise, en France, le mécanisme est simple. Quand il y a une crise, une catastrophe, le préfet prend le commandement. C'est un mécanisme qui est efficace et tout le monde accepte cela. Là aussi, si vous voulez, on est bien dans la responsabilité de l'État, dans la responsabilité du représentant de l'État. Mais je dirais que le représentant de l'État, c'est encore autre chose. Il doit être capable de rassembler les uns les autres autour des grands dossiers, des priorités d'une région ou d'un département, par-delà les oppositions politiques. Rassembler. Et je crois que cela, c'est quelque chose d'important. Je reviendrai là-dessus dans un moment. Cela étant, la représentation de l'État qui échoue au préfet, elle est aussi marquée par des signes du protocole. Enfin, je reviendrai là-dessus dans un moment. Je voudrais dire encore avant, lorsque le préfet arrive dans un département, il est quand même, bien que perçu comme délégué du gouvernement, généralement perçu aussi comme représentant de l'État. Et d'ailleurs, il lui appartient de porter la parole de l'État. À Montpellier, donc, j'ai connu Georges Frêche, personnage pittoresque, mais grand pâtisseur. Au total, j'ai réussi à bien travailler avec lui. Des personnages pittoresques. Et alors, il m'a bien accueilli comme représentant de l'État. Le 2 octobre 2007, nous posons pas la première pierre de l'écotron, mais nous posons la première fenêtre, parce que la première pierre a déjà été posée. C'est une institution de recherche de dimension européenne qui doit étudier l'influence des changements globaux de l'environnement, comme celui du climat, sur les organismes, les écosystèmes et la biodiversité. Bref, un organisme de recherche important. Frêche, devant tous les chercheurs universitaires, assemblés, scientifiques présents, ça donne ça. Arrêtons de remercier tout le monde. L'État n'a plus le sou. C'est nous, la région, qui payons. C'est donc nous, les patrons, et c'est à nous que vous devrez rendre des comptes, vous, les chercheurs et les universitaires. Vous voyez, l'État n'a plus le sou. Tout de suite, il me situe bien où je suis comme représentant de l'État. Et je lui réponds d'ailleurs comme représentant de l'État. Alors, le préfet parle en dernier. Je reviendrai là-dessus dans un moment. Et je lui dis au Frêche, je reprends un peu mes propos, entre la fibre chercheuse des universitaires et la volonté patronale des élus, spécialement de ceux de la région, la place de l'État n'est pas facile. Et pourtant, il m'appartient de la tenir et de bien la tenir. Déjà, je sais qu'ici, où la vivacité, parfois l'excès sont la règle, le représentant de l'État doit savoir manier la burette d'huile pour éviter que ne se bloquent les rouages. Et il faut que je la tienne d'une main non tremblante. À dire vrai, il n'y a aucune raison qu'elle tremble quand je sais que sur 1 milliard d'euros de dépenses intérieures pour la recherche dans la région, l'État en paye 750 millions, soit les 3/4. Après, je me dis que l'État n'a pas de sous, j'y étais gentil, l'État il paye les 3/4 des dépenses de recherche. Alors, vous voyez, on a tout de suite un contact de représentant de l'État avec un grand élu. Mais c'est pas fini. Alors, au pauvre Frêche me dit, c'était vraiment l'une de nos premières rencontres. Ah, mais monsieur le préfet, vous avez pris en compte aussi dans la dépense et les rémunérations des chercheurs. Et alors, je lui dis, et alors? Et alors, il me dit, ah, j'adore travailler avec un préfet alsacien. Alors, j'ai pourvu que ça dure. Voilà. Donc, il est bien reçu comme un représentant de l'État, le préfet, parfois de façon pittoresque. Alors, en Alsace, c'était un peu différent. Là, j'avais un président du Conseil général, Jean-Jacques Weber, face à moi, qui est un homme intéressant, c'est un journaliste, parfois un peu pittoresque aussi. Alors, lui, il a plutôt vu, dans ma nomination, la jeunesse et la dimension alsacienne plutôt que la représentation de l'État. Mais enfin, vous voyez, il n'a pas non plus insisté sur le délégué du gouvernement. Ça donne ça. Vous êtes un jeune préfet. Donc cela signifie un certain dynamisme. Vous êtes un Alsacien. C'est pratiquement parfait. Vous n'avez qu'un seul défaut. Vous êtes un Barinois. Je venais d'être nommé à Colmar, qui est le Haut-Rhin. Voilà. Par la suite, cela dit, on s'est bien entendu entre Alsaciens. Donc, le préfet est le représentant de l'État. Alors je dirais que le protocole
marque aussi cette place du représentant de l'État. Vous avez déjà entendu que je vous ai dit, il parle en dernier. Alors ça peut être embêtant, parce que quand tout le monde raconte la même chose, de façon consensuelle, que vous parlez en dernier, ils ont épuisé tout le sujet, vous n'avez plus rien à dire, c'est embêtant. Mais lorsque ça castagne, lorsque l'État est agressé ou lorsqu'il y a des positions divergentes, là, quand vous parlez en dernier, c'est extrêmement intéressant. Et en plus, là, vous vous endormez pas, parce que vous écoutez avec attention, et dans votre petite tête, vous martelez les arguments que vous allez sortir avec vigueur le moment venu. Le préfet parle en dernier. Alors, cela relève du protocole, et c'est quelque chose d'important. Pour marquer la représentation de l'État, le fait que l'État est quand même premier en France. Ensuite, si vous voulez, le préfet occupe donc le premier rang protocolaire dans le département. C'est le décret du 13 septembre 1989 sur les ordres de préséance. Vous m'en avez parlé. Effectivement, Jacques Candouin, d'ailleurs, a travaillé à ce décret. J'étais le successeur de Jacques Candouin dans la Nièvre. J'étais préfet de la Nièvre, j'ai connu mon père dans la Nièvre, et puis après à Uzès, j'étais préfet de la Nièvre entre 1990 et 92, 20 ans après Jacques Candouin. Et Jacques Candouin avait créé un organisme qui a été très apprécié, la Camosine, qui s'occupait d'aider à restaurer le patrimoine historique de petits monuments. Et je l'avais invité d'ailleurs pour son 20e anniversaire. Alors, je fais un petit détour sur Jacques Candouin. Jacques Candouin, donc, est reconnu comme un grand spécialiste du protocole. Il a écrit le manuel, le guide du protocole et du savoir-vivre, qui est une référence dans les préfectures. Mais comme toujours, le destin est malicieux. Jacques Candouin, qui est le grand spécialiste du protocole, a été débarqué pour une raison protocolaire. En fait, les plus anciens d'entre vous s'en souviennent peut-être. Moi, j'ai vu l'événement à la télévision. Il était préfet en Sarthe, voilà, dans le Sarthe. Et il avait un problème avec des voyous. Et donc, il est allé au-devant des voyous. Et puis, il les a raisonnés. Il a gagné la partie, d'ailleurs. Sauf qu'à un moment, il a dû dire « Eh con, partout où tu iras, tu te feras attraper », un truc comme ça. Il a parlé un langage voyou, mais pour l'efficacité. Moi-même, vous verrez, j'ai utilisé l'alsacien pour l'efficacité, puis c'était pas toujours très protocolaire. Mais il semble que cela, à ce moment-là, n'est pas plus, parce que il n'a pas utilisé le discours qui doit être utilisé par un préfet. Et donc, il s'est fait débarquer. Vous voyez, le spécialiste du protocole débarqué pour une raison protocolaire. Le ministre de l'Intérieur alors était Poniatowski et le président de la République Valéry Giscard d'Estaing, qui a été un grand président par ailleurs. Je rentre pas dans la politique. Voilà. Donc le préfet occupe le premier rang protocolaire dans le département. Il porte l'uniforme. Alors il ne le porte pas tous les jours, mais il le porte pour notamment les cérémonies patriotiques. Il le porte quand il reçoit le chef de l'État, quand il reçoit le Premier ministre, quand il reçoit un ministre. Et alors, c'est le préfet de département qui porte l'uniforme. Le préfet de région a pris de plus en plus d'importance pour les grands investissements, l'aménagement du territoire, enfin, les grandes décisions, si vous voulez, qui marquent l'avenir d'une région. Mais celui qui représente l'État, tout ce qui est la souveraineté de l'État, c'est bien le préfet de département. Et lui seul peut porter l'uniforme dans son département. C'est ce que dit le guide du protocole actualisé. Quand le préfet de région vient, il porte pas l'uniforme. C'est le préfet de département. C'est vraiment lui qui incarne l'État. Je dirais d'ailleurs qu'avec la réforme des régions, le préfet de région s'est encore éloigné plus du territoire, et donc on voit encore mieux le préfet du département dans sa fonction. Il préside donc les cérémonies officielles, et je vous dirais que je ne suis pas toujours dans l'excès quand il s'agit du protocole, je sais même parfois en dévier joyeusement, mais lorsqu'il y avait une grande cérémonie, par exemple le 14 juillet, oui, je tenais effectivement à être accueilli dans ma posture de représentant de l'État, avec escorte officielle, enfin avec tout ce qui allait avec le protocole républicain, car, si vous voulez, je considérais que j'étais l'homme de la République qui était là pour présider à la cérémonie. Et puis, le préfet en uniforme, donc représentant de l'État, effectivement, dans ces grandes circonstances, symbolise aussi l'unité de la nation. Quand je suis arrivé dans le Haut-Rhin, a eu lieu peu après
50e anniversaire de la libération. Il y avait des cérémonies partout et j'essayais d'assister à la plupart d'entre elles, ou alors en tout cas d'y déléguer un sous-préfet. Le 4 février 1995, c'est le 50e anniversaire de la libération à Colmar. François Mitterrand était allé à Strasbourg et le Premier ministre Édouard Balladur vient à Colmar. Alors je raconte cet épisode. Édouard Balladur est un homme d'une grande distinction, d'une grande politesse, mais effectivement, contrairement à Jacques Chirac, serrer les mains, c'était pas tellement sa chose. Et pourtant, il y avait une foule, il y avait de l'ordre de 30 000 personnes avec un défilé superbe des anciens combattants, et je me vois encore le député et le sénateur autour de lui qui presse à un moment donné à serrer les mains. Alors il se livre avec résignation à l'exercice, mais enfin c'était pas son affaire. Nous sommes en 1994 à Colmar. Et à ce moment-là, non, je me trompe oui, enfin, c'était le tricentenaire, voilà. Et à ce moment-là, Jacques Chirac, effectivement, va à Colmar et à Mulhouse. Et alors là, j'ai pu voir, effectivement, que Jacques Chirac, enfin, je l'ai vu aussi dans le Pas-de-Calais, mais là, j'ai vu combien il aimait plonger dans la foule. Et alors, je suis une femme avec son bébé, je vous aime. Enfin, il avait un contact indéniable avec la population. Et c'était vraiment une grande différence entre ces deux hommes qui, par ailleurs, étaient tous des serviteurs de la République et de l'État. Mais il y avait une différence de tempérament qui était certaine. Alors, la reconnaissance du représentant de l'État, je vous dirais que lors de la cérémonie de mes adieux, elle a été très claire. Alors, à la cérémonie de mes adieux, donc c'est en janvier 2009 à Montpellier, et il y a foule, tout le monde est là, et quelques jours avant, le directeur régional de l'équipement me dit « Écoutez, monsieur le préfet, j'avais pas prévu beaucoup de discours. En fait, j'avais prévu mon discours. Il ne devait pas y avoir vraiment d'autres discours. Je l'avais bien préparé, puisque là, j'étais sur le départ, un peu débarqué, etc. Enfin, j'avais bien préparé les choses. Et alors, monsieur Valère me dit, le directeur régional de l'équipement, « Monsieur le préfet, est-ce que je pourrais prendre la parole au nom des chefs de service ?» J'hésite un peu, je lui dis « Allez, vous aurez 5 minutes. » Et alors, il dit quelque chose qui m'a fait bien sûr plaisir. Il me dit que quand il a pris mon départ, il a eu mal à l'État. Vous voyez, le représentant de l'État, mal à l'État. Mais ce n'est pas fini. Alors cette cérémonie donc se passe très bien, tout le monde est là, droite, gauche, centre. Quand j'ai fini, ils font une belle standing ovation. À ce moment-là, ils s'élèvent une voix dans la salle. Vive la République, vive le préfet Schott, à bas les minus. Vous avez vu, les assassins sont au premier rang. À bas les minus, les assassins sont parmi nous. Vous voyez bien qui c'est. C'est notre Georges Frêche qui se laisse aller à un grand cri pour le représentant de l'État. Voilà. Alors, j'ai repris le micro et j'ai dit non, passons aux choses sérieuses. Le buffet est servi. Et donc, nous avons continué ainsi. Mais enfin, donc, j'insiste sur cette double dimension du préfet, délégué du gouvernement, et j'ai servi loyalement le gouvernement partout où j'étais, mais le préfet est plus que délégué du gouvernement, c'est le représentant de l'État. Et j'aime bien parfois reprendre quelques articles du Languedoc-Roussillon. Je me souviens de la réception des vœux, ma première le 18 janvier 2008, et le lendemain, midi libre titré « Vœux ». Tous autour du préfet Schott. C'était gentil, quoi. Et puis, effectivement, je les avais tous, y compris ces vieux ennemis que était Jacques Blanc, qui était Georges Frêche, qui se serrait la main, ou encore Vézinet, le président du conseil général, et Frêche qui s'entendaient pas. J'ai réussi à les réunir. Mais bon, on va aller un peu plus vite. Alors, je disais donc, le préfet doit savoir rassembler, mais pour rassembler, il faut s'engager aussi. Il faut s'engager. Dans le Haut-Rhin, j'ai eu un gros dossier où j'ai dû m'engager beaucoup, c'est la reconversion du bassin potassique. Le bassin potassique va fermer, hein, c'est inéluctable, mais il y a 2000 personnes qui vont se retrouver sans situation, et donc il faut d'une part traiter le problème social et recréer de l'emploi. Et donc, je me souviens que, je crois 2-3 semaines après mon arrivée, j'étais invité par la Chambre de commerce à leur assemblée générale. J'avais bien planché sur ce dossier. J'avais pris une demi-journée pour m'imprégner du dossier. Et devant l'assemblée générale de la Chambre de commerce, je leur ai dit, il nous faut un plan cadre, un plan global de reconversion. Et je peux vous dire, je consacre un gros chapitre à cela, je ne peux pas vous raconter toutes les péripéties, mais ce fut sportif, parce que le bassin potassique, quand je suis arrivé, était déchiré, quoi. Il y avait des élus qui s'entendaient pas,
les syndicats qui disaient pique-pendre du gouvernement, des élus, les responsables de l'entreprise qui avaient la peine à dialoguer avec les syndicats. Enfin, ça tirait dans tous les sens. Et donc, j'ai eu vraiment un gros travail de rassemblement. Il a fallu, avec pas mal de péripéties, il a fallu un peu plus de 2 ans. En 1996, donc, est signé le plan de reconversion du bassin potassique, et tout le monde est là. Hein. Tout le monde est là, le président du conseil général, les grands élus, les maires, l'entreprise, les syndicats, l'administration centrale. Tous ceux qui ne s'entendaient pas, ils sont tous réunis. Et là, le rôle du préfet, je le dis immodestement, a été important. Et d'ailleurs, dès juillet 97, donc avant même mon départ, les dernières nouvelles d'Alsace avaient fait toute une page sur le thème bassin potassique, la dynamique est lancée. Et on avait déjà réussi à recréer 1200 emplois. C'était pas rien, hein, avec des entreprises qu'on avait réussi à implanter. Alors avec le partenariat, le préfet ne peut pas faire tout seul. Il faut s'entendre avec les uns et les autres, mais on avait réussi, si vous voulez, à implanter pas mal d'entreprises, notamment suisses, allemandes, françaises. Vous savez, les Suisses et les Allemands m'avaient dit à l'époque, vous savez, on aime bien venir comme en Alsace, parce qu'en France, on se décrit toujours. Mais alors, il me disait la chose suivante, il me disait, écoutez, les Alsaciens savent travailler aussi bien que les Allemands. Il disait, la main-d'œuvre est moins chère. Hein. Il me disait, le foncier est moins cher, l'électricité est moins chère, et l'administration de l'État est plus rapide. Ça peut vous surprendre, mais lorsqu'on veut réussir une implantation d'entreprise et qu'on met tout le monde autour de la table, moi j'ai désigné des chefs de projet, je vous assure qu'on peut faire très vite. Je raconte plusieurs épisodes de ce type dans le livre, notamment en alsacien, préfet en Alsace. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais on peut faire beaucoup de choses. Dans le Languedoc-Roussillon, j'ai eu 1 an et demi. En 1 an et demi, on a réussi à faire pas mal de choses. Alors, en raison notamment du partenariat avec Fraiche, parce qu'il était pittoresque et il ne savait pas résister à un bon mot, ce que lui a joué de sacré tour. Mais, je vous l'ai dit, c'était un bâtisseur. Je me souviens encore de la réunion des universités, le plan campus qui avait été lancé par le gouvernement, c'était Valérie Pécresse, une femme de qualité que j'ai accueillie plusieurs reprises, qui était en gestion de cela. Et je sais encore comment tout cela a démarré. J'avais appelé le recteur, je lui ai dit, écoute, là, il faudrait quand même qu'on s'inscrive dans le plan campus. Alors, le recteur me dit, tu es sûr? Parce qu'ils se tirent dans les pattes, ils s'entendent pas du tout, les présidents des universités. Je dis, mais non, allez, on va les inviter. Alors, j'ai invité à la préfecture le recteur, les 3 présidents d'université, et je leur ai sorti un article des dernières nouvelles d'Alsace. Vous voyez que je suis enraciné dans l'Alsace, parce que les Alsaciens avaient déjà décidé de fusionner leur université. Alors, je leur ai montré cet article et je leur ai dit, dites donc, à Strasbourg, ils vont fusionner leurs universités. Ils sont les premiers dans l'opération campus. Vous n'êtes quand même pas plus idiots, Languedoc-Roussillon, que les Alsaciens. Et c'est un Alsacien qui vous le dit. Oui, oui. Et alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont accepté de travailler ensemble et le recteur les a réunis tous les soirs. Et finalement, ils ont progressé. Ils ont progressé. Alors, là encore, on voit le côté pittoresque de Fraiche, il doit avancer. Et puis parfois, ça tonitruc. Encore une fois, en passant par-dessus les diverses péripéties, nous sommes retenus dans les 5 premiers projets de fusion de l'université à Montpellier. C'est pas terminé, hein, il faut présenter un projet complet, etc. Donc, déjeuner chez le recteur, enfin, c'est le déjeuner qui tombait bien à ce moment-là. Tout le monde est content, puis Fraiche prend la parole. Et alors, ça donne ça. Si, le 1er janvier 2010, ce dossier n'est pas bouclé, la région ne donnera pas un sou, alors qu'il s'est engagé fortement. Je laisserai crever les universités de leur plus belle mort. Les universitaires, je les connais, il faut les faire marcher au canon. Ça, c'est du Fraiche. Alors moi, je le coupe, je lui dis, aujourd'hui, parce que là aussi, le préfet, il doit pas accepter n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est la victoire de l'unité. Et lorsque mon tour vient de parler, évidemment, je mets l'accent là-dessus. Mais, là aussi, au moment où nous quittons le rectorat après le déjeuner, Fraiche me dit, « Après tout, monsieur le préfet, il n'est pas inutile que je manie le sabre. Comme cela, vous pouvez user du goupillon pour bénir tout le monde. » Alors moi, je lui dis,
En somme, nous représentons l'élégance moderne du sabre et du goupillon. Voilà, c'est comme ça qu'on a avancé. Alors, il y a eu aussi le TGV Nîmes-Montpellier qu'on a sorti du sable. Là aussi, c'était assez pittoresque. J'avais convenu avec lui de faire régulièrement des petits déjeuners de travail, lui avec ses équipes, moi avec les miennes, pour mettre les dossiers sur la table et discuter. Si on n'était pas d'accord, peu importe, on discute et on regarde comment avancer. Alors ce jour-là, j'avais fait venir l'ingénieur général qui était chargé du financement de ce TGV, qui était bloqué. Frêche a dit, je ne mettrai pas un sou dans le TGV de Montpellier tant que Montpellier-Perpignan ne sont pas réglés, ne sont pas retenus. Il faut régler Montpellier-Perpignan. Mais à l'époque, si vous voulez, Nîmes-Montpellier, on avait le décret d'utilité publique, et si on continuait pas, il tombait à l'eau, fallait tout recommencer, alors que Montpellier-Perpignan, fallait faire les études préalables, c'est la loi, on peut pas faire autrement. Alors, je les ai boostées, ces études préalables. Mais alors, il fallait débloquer Nîmes-Montpellier. Alors, je lui dis, écoutez, votre position, elle est pas intelligente. Parce que vous êtes en train, si vous voulez, de bloquer Nîmes-Montpellier alors qu'on a le décret d'utilité publique qui va tomber à l'eau si on bouge pas, alors que Montpellier-Perpignan n'en est pas au même point d'avancement. Moi, je m'engage à faire avancer du préalable, mais on n'écoute pas. Alors, arrêtez un peu de tout bloquer. C'est stupide. Alors, il se tourne vers ses collaborateurs. Ce n'est pas stupide ce que dit le préfet. Alors, je dis, un peu que c'est pas stupide. Alors, j'ai dit tout de suite à Lieberman, qui est cet inspecteur général chargé du financement, j'ai dit, oui, est-ce que ça coûte au président du conseil régional? Et je me suis encore, il décline 1,4 milliard, 1 milliard c'est État, Réseau ferré de France et l'Europe, et puis 400 millions les collectivités locales. Alors, la région, elle devait mettre 60 millions. Alors, je dis, président, vous prenez? Je prends. Après, je lui dis, mais tant que vous y êtes, vous allez aussi prendre l'agglomération et la ville de Montpellier. Je prends. Et il a pris, si vous voulez, en l'espace de 5 minutes, l'essentiel du financement des collectivités locales. Alors, ce n'est pas réglé. Après, il y aura encore des bisbis avec le conseil général, il finira par tout prendre à son compte. Mais cette rapidité de décision était étonnante. Alors, c'était un politique aussi. Parce qu'à peine j'ai eu de tournée, il a fait venir la presse. J'ai sauvé le TGV. Alors, ça donnait de grands articles, y compris dans les Échos. Mais il faut reconnaître, si vous voulez, qu'il a eu un rôle majeur. De mon côté, rassurez-vous, j'ai veillé à ce qu'on n'oublie pas le rôle de l'État et du gouvernement. Alors, cela dit, si vous voulez, là aussi, ce qui est pittoresque, c'est lorsque Borloo, donc ministre des Transports, vient signer le protocole d'accord. Ça s'est pas fait tout seul, c'était compliqué. Enfin bon, il vient signer le protocole d'accord à la préfecture. Et alors, les grands élus de droite veulent avoir une réunion préalable avec le ministre pour que Frêche soit pas trop valorisé. Alors, on me dit, monsieur le préfet, il faudrait que vous nous prêtiez une salle à la préfecture. Alors, c'est ce qu'on appelle une réunion privée. On est dans le protocole. Ça concerne pas le préfet. Elle est privée. En fait, c'est partisan. Alors, je dois dire, vous voyez, je m'assieds sur le protocole, je me méfie de cette réunion privée. Parce que moi, je veux que le protocole, ça marche avec Borloo, parce que je veux que le TGV se fasse. Qu'est-ce que je fais? Ben, je m'invite. Pouf, je m'assieds. C'est pas protocolaire, hein. Eh ben, bien m'en a pris, parce que je peux vous dire que si j'avais pas été là, ça aurait dérapé méchamment. Donc, chacun a dit son point de vue politique, mais comme le préfet était là, c'était quand même un peu plus compliqué. Et après, la signature s'est très bien passée, tout le monde a ri, tout le monde était content. C'est vrai que Frêche a été valorisé, mais il l'avait mérité. Voilà. Le préfet doit savoir rassembler. Alors, il faut aussi qu'il ait des convictions, et je dois dire que j'avais une conviction forte, et que j'ai toujours une conviction forte, qui est de l'Europe. J'appartiens d'ailleurs oui, j'avais écrit un livre à l'époque sur François Mitterrand et le comte de Paris, j'étais un intermédiaire, votre papa y figure, La Rose et le Lys, et là, j'ai participé à une œuvre collective qui s'appelle Souveraineté, Solidarité, un défi européen qui vient de sortir, qui est préfacé par le président Macron. C'est fait par Eurodéfense, j'appartiens au bureau d'Eurodéfense, j'ai une profonde conviction européenne, je suis alsacien, je crois que l'Europe est le miracle de la paix, comme disait Pierre Pflimblin, et je crois aussi que c'est notre avenir, comme disait François Mitterrand. Oui, vous avez raison.
Et donc, si vous voulez, j'ai montré dans mes divers, particulièrement en Alsace, où je fais beaucoup de coopération transfrontalière, mais aussi à Montpellier, j'ai montré cet attachement à l'Europe. Enfin, je vais encore vous raconter une anecdote de Frêche. Alors, Frêche aussi était très européen. Et donc, on décide de faire un tour des 5 chefs-lieux de département pour présenter la nouvelle version des crédits européens, vous savez, d'aide aux régions, aux territoires. Alors, je crois qu'il y avait 300-400 personnes, hein, et on s'entendait bien, Frêche et moi. Mais alors, pareil, Frêche, c'est pas resté un bon mot. Alors, on est à Nîmes. Alors, d'un coup, Frêche, je sais pas comment il se met à parler de ça. Il avait donc désigné sa successeur, Hélène Mandreau. Et après, il a toujours eu des problèmes, comme pour s'entendre, et s'était pas entendu avec elle. Alors, un moment, emportée par son mouvement, ma successeur est une mère formidable. Elle répare les trottoirs et change les lampadaires. Vous voyez ce que ça donne, la salle est pliée en 4, quoi. Alors, au déjeuner qui suit, je dis, enfin, président, vous n'êtes pas sérieux? Vous croyez que ça ne va pas lui être apporté à votre successeur? Ça n'a pas rangé vos rapports? Il rigole comme un mauvais gardement. Ça, évidemment, c'est aussi Frêche, quoi. Hein. Voilà. Alors, tiens, allez, je vais quand même vous parler des maires du Cingo. Encore un petit épisode pittoresque. Voilà. Donc, le préfet doit savoir rassembler, mais il doit aussi savoir porter la parole de l'État, et parfois un peu fort. Et là aussi, il m'est arrivé là de déraper un peu du protocole. Voilà. J'ai un député dans le sud du Haut-Rhin, le Cingo, très joli territoire. Si vous avez l'occasion, vous verrez, belle nature. Simplement, il y a de petites communes. Et les gens veulent construire un peu n'importe où. Et puis les maires, ils font pas de document d'urbanisme. Parce que dans un petit village, quand vous faites un document d'urbanisme, vous dites, sur ce champ-là, Georges, il peut construire, et sur celui-là, Roland, il peut pas. Alors, vous voyez un peu. Alors, ils n'ont pas de document d'urbanisme. Quand il n'y a pas de document d'urbanisme, quand le maire et le directeur départemental d'équipement, maintenant c'est le directeur du territoire, n'étaient pas d'accord, c'est le préfet qui tranchait. Alors, le député m'avait signalé quelques dossiers de litige, j'ai regardé, je me suis dit, si je laisse faire les maires, Dieu sait que j'ai du respect pour les maires, mon père, mon grand-père, ma compagne, 25 ans, enfin, j'ai beaucoup de respect pour les élus, mais je dis, si tu laisses faire les maires, ça va être comme sur la Côte d'Azur, ils vont bétonner partout, c'est du mitage. Donc, j'ai dit non, j'ai dit au sous-préfet, écoutez, vous regardez, quand il y a un différend, vous donnez a priori raison au directeur de l'équipement, si c'est pas le cas, faites-moi remonter le dossier, puis évidemment, s'il y a lieu, je trancherai de façon vraiment objective. Alors ça n'a pas plu, quoi. Puis il y avait aussi les visites des commissions de sécurité, des pompiers, mais dans les nouveaux bâtiments, mais bon, les Français veulent toujours plus de sécurité. Alors, le député, il y avait plus de 100 maires, hein, il les laisse s'échauffer sur ces sujets, quand ils sont bien chauds, ils se tournent vers moi, monsieur le préfet, vous pouvez répondre. Alors, moi, je réponds, je ne lâche rien parce que c'est l'intérêt général qui est en cause, quoi. Au bout de 10 minutes, je comprends que je passe pas. Alors, allez, je vais passer à l'Alsacien. On jetzt lands. On er bruggen niet te lachen. Er bruggen niet te zou ik ben de Beekser. Maar zou je eigenlijk onder Elsass, dat is zeer goed. Voortaan meer zin. Dat wil ik eigenlijk nog op zeggen. Zo zou weer op het examen. Aber in Dreuzen zijn we nog kreisrie zou weer. Schrijven ik jetzt deze ingerechte kleine oorlap, mesdames et messieurs les maires, en français. Maintenant, ça suffit, hein. Et c'est pas la peine de me dire que je suis un Beekser. Le Beekser, c'est le barinois qui parle mal l'alsacien. Nous, on dit beaucoup, vous êtes des Côtes-Fordam, Dieu me donne, parce qu'on dit, jure tout le temps, les Orinois. Et puis maintenant, je vais encore vous dire un truc. Hein. Dans mon village, à Drusenheim, attendez, oui, je vais encore vous dire un truc. Des têtes de cochon comme vous, j'en ai rarement rencontré. Mais dans mon village, à Drusenheim, on est pire tête de cochon que vous. Alors, inscrivez-vous ça derrière vos petites oreilles, mesdames et messieurs les maires. Alors, je vous assure, il y a une vague de rire dans la salle, mais vraiment, hein, parce qu'en plus, effectivement, j'avais un accent du Bas-Rhin, alors que j'étais tout à fait dans le sud du Rhin. La partie était gagnée, quoi. Et j'ai eu la paix jusqu'à la fin. Alors, j'ai un peu vicieux, je me suis retourné vers le député, qui est très proche de ses maires, mais il parlait pas alsacien. En disant, Niet, c'est un député qui est venu se voir. C'est un député, je lui rends la parole. Terminé. Et le lendemain, il y a eu un article vraiment qui disait, le préfet reste ferme sur les principes, et à côté, un encadré qui disait, le préfet a fait un tabac. Alors, vous voyez que je me suis servi d'une langue régionale pour faire triompher les principes de l'unité. Boum !
de l'unité de la République. Et je renverse tout, parce que je fais trop de gestes. Et oui, je me suis servi, donc parfois vous vous servez de moyens un peu marginaux pour faire triompher, si vous voulez, les principes de bonne administration et ce qu'est l'unité de la République. Et je crois qu'il faut, mon Dieu, savoir à la fois respecter, et je crois beaucoup aux règles du protocole, et parfois prendre un peu quelques libertés. Voilà, j'arrive au bout, je suis déjà en retard. Alors, le préfet, si vous voulez, est un homme qui doit savoir prendre des risques, vous l'aurez compris, et il doit savoir à certains moments prendre des risques et accepter de s'éloigner de ces pensées de Racine. Je vais quand même terminer sur 2 citations. Dans Bajazet, il est dit, songez-vous que sans moi, tout vous devient contraire, que c'est à moi surtout qu'il importe de plaire. Songez-vous que je tiens les portes du palais, que je puis vous l'ouvrir ou fermer pour jamais, que j'ai sur votre vie un empire suprême, que vous ne respirez qu'autant que je vous aime. Ça, c'est le gouvernement à l'égard des préfets. Alors, faut parfois oublier ça pour prendre des risques, parce que le plus grand risque du préfet, c'est de faire comme le préfet Worms-Clavelin, qui a été croqué par Anatole France dans le panier d'osier. Lisez-le, c'est très drôle. Et donc, il dit, Anatole France dit que monsieur le préfet Worms-Clavelin administrait peu, correspondait brièvement avec la place Beauvau, ménageait les bureaux et durait. Mais ça, c'est le pire risque pour le préfet. Merci. Oui, pardon. Voilà, pardon d'avoir été trop long et de tous mes mouvements. C'est pas grave. Merci beaucoup, monsieur le préfet, pour ce cours de droit administratif ludique. Si on avait eu on a appris des choses de manière imagée, vivante. C'était passionnant. Est-ce que vous avez des réactions, des questions, des commentaires? Je suis sûr que Jacques Baudron est-ce qu'il y a des demandes de parole? Françoise Larfin. Vous avez évoqué votre carrière, et si on fait la moyenne du temps que vous avez consacré dans chacun des postes, il me semble que ça doit pas tout à fait être 2 ans. Oui, 2-3 ans. C'était un Lorrain que je suis resté plus longtemps. Je suis resté 3 ans et demi. Et là où je suis resté le moins longtemps, c'était à Montpellier, un peu plus d'1 an et demi. Mais on peut faire des tas de choses en très peu de temps. Mais la suivante, moi j'ai travaillé dans la carrière professionnelle pour les élus locaux, les collectivités territoriales principalement, et je peux vous dire que la remarque principale qui était la leur et celle des services, c'était le fait qu'à partir du moment où les préfets avaient fait 2 ans et qu'ils connaissaient à bien connaître le territoire, à bien connaître les élus, ils partaient et il fallait recommencer avec les suivants. Et comme tous les préfets ne peuvent pas faire de toute façon, certains sont un peu rigides, quand d'autres sont beaucoup plus constructifs, des projets qui auraient pu avancer avec l'un, ils n'avançaient plus avec l'autre. Et on sait aussi que dans les collectivités territoriales, la négociation entre le préfet pour faire passer des choses qui sont rationnelles, d'un point de vue mise en œuvre, mais qui, d'un point de vue égalité, peuvent peut-être être interprétées de façon plus ou moins précise, on va dire. Là aussi, les réactions des préfets sont quand même différentes. Donc je voulais savoir si vous n'avez pas été frustré par les postes que vous avez passé peu de temps. Ça, c'est la première réaction. Et l'autre réaction concerne la revue générale des politiques publiques et la réduction des moyens en fait, des préfectures. Quand j'étais à la DGCL, je m'occupais de l'importation de la DGR, il y avait en face de moi des services importants, parce que c'était en 82, 83, 84, il n'y avait pas de problème de compétences, puisque le niveau des gens était quand même assez important. Et avec la réduction de la politique publique et la réduction des moyens des services déconcentrés d'État, on a pu constater des élus de toutes les entreprises qui servaient les consultants, c'est bien populaire, un investissement très important en fait des services. Est-ce que ça n'est pas une autre frustration pour vous d'avoir des moyens plus réduits? 2 questions, les 2 minutes. Oui, ce que vous dites est largement vrai, c'est-à-dire
2 ans, c'est un peu juste. On souhaite maintenant qu'un préfet reste au moins 3 ans. Et c'est vrai que les collectivités locales sont souvent un peu troublées par ce changement de préfet parce que les personnalités changent. Il y en a qui sont parfois plus moteurs. Et puis, j'ai terminé sur le pas de vague à la fin. Ça existe aussi, quoi. Et j'ai une fille qui travaille dans le cadre de la région provençale Côte d'Azur et qui aide notamment les entreprises dans le département du Vaucluse. Et elle me dit un peu ce que vous me dites, quoi. Elle le voit de l'autre côté. Cela étant, lorsque vous voulez vous engager, vous pouvez faire, c'est ce que j'ai essayé de montrer à travers mon exposé dans mes livres, beaucoup de choses. Mais il serait bon qu'un préfet reste un peu plus longtemps en poste. Alors, pas au-delà d'un certain point non plus, si vous voulez, c'est aussi l'idée de la République, parce qu'il reste très longtemps en poste, il peut prendre, s'il le souhaite, un poids très lourd, hein, et ce qui pourrait aussi poser de problèmes aux collectivités. Mais il pourrait rester plus longtemps en poste. Quant à cette révision générale des politiques publiques, oui, elle a conduit à un appauvrissement des moyens, notamment dans le cadre départemental. Et on a fait des regroupements de services, mais en fait, on a appauvri les moyens. J'ai l'impression qu'on est en train de vouloir revenir là-dessus, puisque j'ai entendu les dernières déclarations qui constatent effectivement que l'administration d'État qui est la plus proche du territoire, c'est celle du département. Et comme je vous l'ai dit, le préfet de région, avec la réforme qui a été faite par le président Hollande, est encore plus loin du terrain. Alors, des directions régionales qui sont aussi loin du terrain, ça n'est pas suffisant pour répondre aux attentes des élus, du public, etc. J'ai toujours eu, je vous ai parlé parfois, si vous voulez, d'escarmouches avec des élus, grands élus, mais j'ai eu beaucoup de respect pour eux. J'ai en fait toujours très bien travaillé pour les élus. Quand j'étais nommé dans le Haut-Rhin, alors personnellement, donc j'ai servi François Mitterrand 5 ans, mais j'appartenais au corps préfectoral. Le corps préfectoral, j'étais appelé à l'Élysée alors que j'étais sous-préfet. Et donc, je crois que j'étais considéré comme un bon professionnel, certains disaient même grand professionnel. Alors, les gouvernements successifs respectent cela. Hein. C'est lorsqu'un préfet était hors du corps préfectoral, même s'il a réussi, quand il y avait un grand changement de majorité, on le basculait. Donc moi, j'ai servi François Mitterrand, mais après, je vais à servir les différents présidents. C'est Chirac qui m'avait nommé préfet de région. Et j'ai perdu un peu le fil de ma pensée. Enfin, j'ai réussi, si vous voulez, à dérouler tout cela avec l'idée du service de l'État, la loyauté envers le gouvernement, mais sans être simplement un préfet soumis qui ne prend qu'une initiative. Moi, je crois beaucoup à l'esprit d'initiative, et les élus l'ont généralement. Hein. Si notre pays, si vous voulez, a bien progressé, c'est parce qu'on a eu tous ces maires, tous ces élus de terrain, et comme partout, il y a des gens qu'on peut critiquer, mais globalement, j'ai trouvé qu'ils étaient toujours volontaires pour aller de l'avant, et ils ont fait beaucoup de travail. Donc, je fais partie de ceux qui respectent les élus, qui méritent. D'ailleurs, sans élus, on n'a pas de démocratie. Hein. Ça, je le dis aussi. Puis vous avez entendu que je suis d'une famille de maires, etc. Mais ça n'empêche pas un dialogue franc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, juste une remarque complémentaire à ce que je me dis à François Bertin. Moi, j'ai exercé des chaussées en tant que directeur de projet. J'ai beaucoup à former des ingénieurs d'écoute qui partaient en direction départementale de l'équipement comme ingénieurs dans l'équipe opérationnelle. On observait les mêmes choses, c'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, il y avait un turnover absolu. Et sur les grands chantiers de travaux publics, c'était vraiment un grand problème. Donc, pour s'emparer des dossiers, ils commencent à connaître les dossiers quand ils sont déjà en train de partir ailleurs. Pour revenir à des choses plus actuelles, est-ce que, puisque maintenant les magistrats sont pas dans le département, est-ce que vous avez un moyen, vu la réduction des effectifs des services de l'État, d'exercer des contrôles à portière évalués? Je pense particulièrement au permis construire, qui est décentralisé auprès des maires. On voit parfois des aberrations en termes de permis construire qui sont délivrés ou on se demande pourquoi. Et est-ce que la préfectorat a encore des moyens d'exercer par les constructeurs? Le contrôle de légalité suppose 2 choses, des moyens et la volonté.
Oui, parce que si vous voulez, vous pouvez avoir les moyens, des services qui vous font remonter des choses qui méritent un contrôle d'égalité, donc une saisie de tribunal administratif. Et parfois, vous avez des situations où, je dis simplement, le sous-préfet ou le préfet ne franchit pas le pas pour exercer le contrôle d'égalité. Quand j'étais à la Cour des comptes, j'ai contrôlé notamment les terribles inondations Xynthia sur la côte atlantique à la Fos-sur-Mer, et puis Draguignan dans le Var. Et effectivement, pour prendre un exemple très concret, un promoteur voulait construire dans une commune, dans une zone qui était bleue, un peu inondable. Donc, il pouvait construire avec des précautions. Simplement, boum, il y a une grosse inondation, la flotte monte à plus d'1,50 m. C'est plus de la zone bleue, c'est de la zone rouge. Les services, direction d'équipement, direction d'agriculture, saisissent le préfet. Il faut bloquer ça, il faut changer, il faut mettre ça en zone rouge. Les préfets, ils n'ont pas beaucoup bougé, hein, j'ai constaté ça. Et alors, quand je suis arrivé, j'ai dit à mon collègue, qui avait d'ailleurs été un des préfets de département quand j'étais préfet de région, je lui ai dit, enfin, je ne vais pas donner de nom, je lui ai dit, écoute, on va sortir un rapport, il va certainement publier la documentation française. Effectivement, dans les 3 mois qui ont suivi, parce que la Cour des comptes était là, le contrôle d'égalité a été exercé. Et là, si vous voulez, il y avait en fait un président des promoteurs immobiliers de France, un maire député qui était très proche d'un ministre, etc. Il faut aussi voir ce genre de choses-là. Alors, oui, faut parfois, alors faut avoir les moyens et il faut avoir la volonté d'y aller. De faire pression peut-être pour mettre en œuvre, par exemple, je pense quand les PPR ont été lancés, et aussi les PPR inondations. En général, il a fallu vraiment beaucoup. Écoutez, quand je suis arrivé dans le Languedoc-Roussillon, j'avais, je crois, 17 PPRIF, plan de prévention des risques feux de forêt, parce que les sigles, faut se méfier, il y a juste les informés qui comprennent et les autres ne comprennent rien. Donc, plan de prévention des risques feux de forêt. Et sur 17, alors je me souviens plus, je crois qu'il en manquait 7 ou 10, enfin peu importe, il en manquait un gros paquet. Je suis arrivé en août et j'ai dit, mais ça va pas, on va les sortir, quoi. Et alors, c'est là aussi il me fallait des moyens. J'ai mis autour de la table les maires, le directeur concerné, équipement ou agriculture, et avec l'ingénieur concerné. Et alors, sur une carte, je disais au maire, alors qu'est-ce qui va pas là, dans quelles sont les zones où vous n'êtes pas d'accord? Et j'envoyais ensuite les techniciens sur le terrain pour regarder, si vous voulez, parce que pas rejeter non plus l'argument du maire comme ça, pour regarder ce qu'il en est. Et après, je faisais de nouveau des réunions. Et au total, si vous voulez, j'ai réussi à sortir tous les plans de prévention des risques feux de forêt. Et je dois dire que pour l'un des plans, ça a été rude. Parce que j'avais un maire qui voulait rien entendre. Et il y avait une grande surface qui était possédée par une dame qui avait des projets immobiliers, je l'ai sorti quand même. Mais alors après, si vous voulez, c'est remonté à Paris. Après, j'ai eu une lettre du ministère qui demandait des précisions. Mais je l'ai fait quand même. J'en suis pas mort. Enfin, il a aidé après mon débarquement. Mais ça fait rien. J'ai fait mon devoir. Et il s'est payé après un sacré article encore sur les logements sociaux, ce maire-là. On va prendre une dernière question, puis après on continuera la discussion autour d'un verre dans la pièce d'à côté. Et vous avez, je crois, monsieur le préfet, des livres. Oui, j'ai apporté des livres pour ceux que ça intéresse. Pour ceux que ça intéresse et que vous pouvez dédicacer, j'imagine. Oui, bien sûr. Monsieur le préfet Choc, ça fait 30 ans que je ne l'ai pas vu, j'étais le directeur des Jeux dans les Nièvres. Le directeur des Jeux dans les Nièvres. Et 30 ans après, vous avez gardé la même fougue, le même dynamisme, la même passion pour votre travail que je vous ai connu quand vous étiez tout jeune préfet dans les Nièvres. On a eu la crise agricole, on a eu le Manicourt, on a eu les grands événements, Formule 1 Manicourt. Et je me souviens toujours de votre entrain pour résoudre les dossiers. Et ma question, c'est la suivante. Vous avez très bien décrit le panorama, le côté positif du corps préfectoral, créé par Napoléon en 1800, il faut le rappeler peut-être. Bonaparte, le premier consul. C'est une institution qui a quand même 220 ans d'existence, qui a été copiée en Afrique, parce que moi je vais régulièrement en Afrique, donc les pays africains, nos anciennes colonies, nous ont copié ce système. Et là maintenant, il y a une réforme du corps préfectoral qui inquiète beaucoup le corps préfectoral. Alors, même si je sais que vous êtes attaché au devoir de réserve,
Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette réforme du corps préfectoral, alors que vous avez exprimé les avantages que votre position avait pour résoudre les conflits? Non, pas de devoir de réserve. Vous savez, j'ai écrit un article dans le Figaro, j'ai écrit un article dans La Croix, et je suis l'un des préfets du petit groupe qui a provoqué la lettre ouverte au président de la République dans le monde pour protester contre la suppression du corps préfectoral. Donc, rassurez-vous, il n'y a aucune réserve. Oui, alors, les préfets, dans le projet de réforme, ne sont pas supprimés. Ce qu'on supprime, c'est le corps préfectoral. Et effectivement, cela a provoqué des réactions. Je crois même que j'étais le premier à publier une réaction dans le Figaro, dont il traitait, le gouvernement veut pouvoir nommer qui il veut. À première vue, vous direz, oui, c'est bien, mais c'est plus compliqué. Aujourd'hui, le gouvernement va choisir les 2/3 des préfets dans le corps préfectoral. C'est-à-dire qu'il va nommer un préfet parmi les sous-préfets qui a suivi toute une carrière pour atteindre le sommet de son grade de sous-préfet. Donc, il a appris le métier. Il a été sous-préfet directeur cabinet, au plus proche de l'événement, au plus proche des crises, des élus. Il a été sous-préfet d'arrondissement, au plus proche des maires. Il a soutenu leurs projets. Il a été secrétaire général de préfecture, l'adjoint du préfet, qui dirige toute la lourde mécanique administrative. Et sans doute, il a eu des postes de sous-préfet chargé de mission, politique de la ville, aujourd'hui relance. En fait, lorsqu'il atteint la position pour être nommé préfet, il sait, en bon professionnel, mettre en œuvre les politiques du gouvernement, mais il sait aussi ce qu'exige le service de l'État. Il y a toute une formation qu'il a eue. Et donc, si vous voulez, c'est un professionnel qui a le sens de l'État qui est nommé. Alors même si le gouvernement va choisir parmi ses sous-préfets des gens qu'il sent plus proches de lui, il n'y a rien à dire, c'est normal. Hein. Le préfet est aussi délégué du gouvernement. Il va nommer quelqu'un qui a appris le sens de l'État et qui est un professionnel. Si vous cassez le corps préfectoral, et si le gouvernement nomme simplement des gens en disant « celui-là, il me paraît avoir les compétences, etc. » Oui, ce gouvernement va le dire, mais le prochain, il va dire quoi? Il va dire « c'est un préfet du gouvernement précédent, et c'est un gros changement de majorité, il va les virer. » Et donc, on aura un système de dépouille à l'américaine. C'est le risque, si vous voulez, que nous avons dénoncé en critiquant la suppression du corps préfectoral. Alors, je crois qu'il n'était pas mauvais. Je sais que ça a agacé un peu le président de la République, mais je crois que ce mouvement n'a pas été inutile parce que maintenant, le corps préfectoral est supprimé, mais on crée un cadre d'emploi. C'est-à-dire, en réalité, si vous voulez, le gouvernement ne nommera pas n'importe qui comme préfet, il nommera bien des gens qui ont une expérience, pour la majorité d'entre eux. Qu'il y ait, si vous voulez, des personnes nommées librement dans la société, ça a toujours été le cas. Et simplement, jusqu'à présent, ils sont entourés par des professionnels, des sous-préfets du corps préfectoral, qui peuvent les aider, si vous voulez, à entrer dans le métier. Je me souviens d'un homme d'ailleurs de qualité, mais qui n'avait aucune expérience, qui a été nommé dans les Yvelines, un très gros département, et il y avait un secrétaire général qui était là-bas, qui attendait d'ailleurs sa casquette de préfet. On l'a prié de rester au moins 6 mois de plus pour, j'allais dire, former son préfet, quoi, aux réalités. Et donc, le corps préfectoral est quelque chose d'important pour le sens de l'État et pour la professionnalisation du métier et pour que, si vous voulez, il n'y ait pas cette politisation extrême du corps préfectoral qui l'affaiblirait et qui affaiblirait la représentation de l'État. Alors, comme je vous l'ai dit, maintenant, avec le cadre d'emploi, le gouvernement, les décrets sont en train de sortir, il y en a qui sont sortis, un peu nuancé le discours très raide au début, on a dit on supprime le corps préfectoral. Voilà. Mais vous voyez, je n'ai pas de langue de bois, je n'ai pas de devoir de réserve.